Dépénalisation de délits de presse en RDC, l'ONG Freedom for Journalists rappelle au Premier ministre sa promesse de faire modifier le code pénal congolais. Un mois après l'accident survenu sur la rivière Kalamou, les riverains ne voient toujours rien venir. Ils exigent la pose de garde-fous et la présence de roulage. Antena, le journal du Merci Nzob Mabiala. C'est toujours un privilège pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir, consacré à l'examen et adoption du rapport de la Commission économico-financière relatif au projet de loi portant notamment au régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. La plénière de ce mardi 11 juin à la Chambre basse a été reportée. Entre-temps, les députés nationaux de l'opposition se sont, eux, entretenus avec les membres du bureau qu'ils accusent d'ailleurs d'empêcher le contrôle parlementaire. Laïn Bofano Mungu et Blaise Lunda. Le palais du peuple a été bondé des journalistes, de quelques députés nationaux et autres qui attendaient impatiemment l'issue de la rencontre qui a réuni dans la salle de banquet d'une part les élus de l'opposition et d'autre part le membre du bureau de l'Assemblée nationale. À quelques jours de la clôture de la session ordinaire à la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple devront plutôt s'atteler à doter les pays d'un arsenal juridique important au lieu de reporter de plénière. Victorieux des élections organisées hier lundi 10 juin par la Commission électorale nationale indépendante, Louis Alphonse Koyagalo a été fêté par ses proches, membres de famille et voisins ont eu l'occasion de vanter le nouveau gouverneur de la province de l'Équateur pour ses qualités de travailleur, rassembleur et partisan de paix. Patrick Borel Mukendi et Juzen Belebele. Oh là là, bonjour papa journaliste. Et quelles sont vos impressions concernant Papa Koyagalo? Je manque des mots pour dire ça, je manque vraiment des mots. C'était aux alentours de 12h ce lundi 10 juin 2013 que la nouvelle de la victoire de Louis Alphonse Koyagalo, 28e gouverneur de la province de l'Équateur, s'est répandue comme une traînée de poudre à Kinshasa, dans sa famille biologique, précisément à Bandal-Sinkin. La joie s'est lisée dans le visage de tous ceux qui sont venus fêter avec le membre de la famille du juriste Koyagalo. Comme il a les soucis de la famille, parce qu'il a manifesté quand il a travaillé avec nous. Alors je suis très ravi d'apprendre qu'aujourd'hui il est gouverneur à la province de l'Équateur. Je suis vraiment très content, c'est comme ça, on s'en réjouit, je le connais en tant que bon travailleur. On a voulu qu'il y ait un changement, avec Dieu nous vaincrons. Tout va se passer dans la quiétude et nous espérons avoir le changement dans notre province. Très contente de pouvoir avoir encore une occasion de gérer l'Équateur et avec une très bonne gouvernance et surtout l'individu. Ouais, surtout l'individu, son comportement par rapport au milieu social. Partout où il passe, il a toujours accompli des prodiges. Réputé pour son expertise dans la territoriale carrière qu'il a embrassée depuis 1979, Louis Alphonse Koyagalo a soutenu qu'ensemble nous allons relever les grands défis qui se posent sur le chemin du développement de la province de l'Équateur. Et les réalités dans l'arrière-pays sont presque les mêmes. À l'Équateur comme province, les défis sont autant énormes. Les infrastructures de base, la cohésion pour un engagement sérieux au développement sont prioritaires pour développer la province de l'Équateur. Éric Izami brosse les axes prioritaires après l'élection de Louis Alphonse Koyagalo à la tête de cette entité territoriale. Suivez. Elles ont caractérisé les rayonnements de la RDC, le mine. Mais c'est la province de l'Équateur qui, par son EVA, a pu financer la création de l'entreprise qui est devenue ensuite la GK-Mine, Générale de Carrière de Mine. Riche de fond en comble, la province de l'Équateur reste hélas l'une des plus pauvres en RDC avec 94% selon les indices de la Banque mondiale. Les défis à relever y sont énormes. Les années passent vite. Les quelques infrastructures nous léguées par les colons belges se détériorent. Les routes envahies par la forêt. Les écoles restées longtemps sans être réhabilitées sont souvent dans un état de délabrement très avancé. Les défis seraient de booster la reconstruction dans les 5 districts qui composent l'Équateur, la Mongala, la Chuapa, le nord et sud Ubangui ainsi que l'Équateur. Pour y arriver,
Réhabiliter le barrage hydroélectrique de Mobaye Mbongo s'impose. La réparation de la voirie urbaine dans les 4 coins s'avère nécessaire. La révolution de la modernité devra passer à la vitesse supérieure dans les domaines sanitaires. Les hôpitaux généraux doivent y être rénovés et surtout équipés pour administrer des soins appropriés aux patients. Réputés riches en hydrographie, les ports qui longent le fleuve Congo qui traverse l'équateur doivent être rétapés. Aussi, les infrastructures aéroportuaires sont soit à l'abandon, soit non conformes aux normes internationalement reconnues. Mbandaka, Guémena, Badolite, Bwende, Bumba, etc. Les nouveaux gouverneurs de l'Équateur, Koya Diallo, enfin territorialistes, doivent fédérer les intelligences de filles et fils de cette province pour bâtir ensemble l'Équateur. Il devra, au plan politique, convaincre les acteurs de tous bords afin que tous s'accordent à privilégier les intérêts de la province que d'être opiniâtres dans des considérations dépassées. En somme, Koya Diallo est une main experte. Avec un soutien sérieux de Kinshasa par des subsides adéquats, il peut arriver à matérialiser ce que la population attend de lui. La paix, l'eau, les courants électriques, l'école, l'hôpital et le pain au quotidien. J'ajoute que lui, Alphonse Koya Diallo, succède à Jean-Claude Baende, qui a été relevé de ses fonctions au mois de mars dernier. J'en viens à la liberté de la presse en République démocratique du Congo. L'ONG Freedom for Journalists interpelle la conscience du Premier ministre Augustin Matata Ponyo quant à la modification du code pénal qui limite la liberté des journalistes. Son directeur, Désiré Kazadi, l'a dit ce mardi 11 juin au cours de l'émission Invité de la rédaction. Le point avec Mami Tamboué et Fallon Faye. Va-t-on arriver à la modification du code pénal? C'était la promesse faite par le Premier ministre Matata Ponyo lors de son investiture à l'Assemblée nationale. À propos, pour les journalistes en mal d'écriture, cette éventuelle modification aura une incidence sérieuse. Cette loi n'existe même pas pour qu'elle soit adoptée au niveau du Parlement. Je vous rappelle que le Premier ministre Matata Ponyo avait pris l'engagement à sa prise de fonction de pouvoir prendre une loi qui devrait compléter, modifier le code pénal pour pouvoir en dégager, en délester, n'est-ce pas, la disposition qui prive les journalistes de sa liberté du moment où il est poursuivi pour tout fait lié à la profession, à l'exercice lui-même. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pris cette loi-là. Et c'est l'occasion ici pour FFJ de pouvoir le lui rappeler. Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit que vous prendriez une loi qui modifierait le code pénal pour que plus jamais le journaliste aille en prison. Et vous ne l'avez jamais fait. FFJ vous interpelle parce que vous n'allez pas nous dire que la macroéconomie se porte bien. C'est beau. Mais lorsque vous ne savez pas prendre une simple loi pour pouvoir modifier le code pénal, nous sommes là à nous poser les questions si réellement vous êtes pour des valeurs qui fondent la démocratie. La liberté de la presse rime avec une responsabilité notable pour informer utilement nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Parlons économie dans ce journal. La bancarisation de la paie des agents de l'État, c'est but à l'absence d'institutions financières dans certains coins du pays. Hier, lundi 10 juin, le comité de suivi de la paie a tenu une réunion à la Banque centrale, réunion au cours de laquelle il a été confié à Caritas le soin de mener à bien cette opération, telle que nous le font dire Jean-Louis Miassekama et Mathieu Ngadipouvi. La bancarisation de la paie des agents de l'État est une opération louable, voire salutaire, mais elle est difficile, voire impossible, dans les contrées qui n'ont aucune banque. Nous avons d'abord de villes ou de localités où les banques sont implantées, et ce sont les banques qui exécutent la paie. Et nous avons des localités où il n'y a pas de banques, mais il y a le réseau télécom. Les trois opérateurs télécoms interviennent dans l'exécution de la paie, mais il y a également de localités ou des territoires où il n'y a ni réseau ni banque. C'est exactement ces territoires qui ont fait objet des discussions parce que, en ce qui concerne ces territoires, Caritas devrait continuer à payer. Caritas Congo, qui a déjà travaillé avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, est prête. Caritas vient renforcer les efforts de notre gouvernement. Caritas était déjà dans une position où l'Église catholique avait signé un contrat, une convention avec notre gouvernement
Et le gouvernement a tout simplement voulu que cette position de paye soit consolidée et renforcée. Caritas Congo est prête à se restructurer pour mieux accomplir sa mission de paye des fonctionnaires. Le président du comité de suivi a souhaité que Caritas puisse aller au-delà du rôle qu'elle joue aujourd'hui, à savoir entrer réellement dans la vision du gouvernement et voir dans quelle mesure, étant donné que nous nous trouvons sur l'ensemble du territoire du pays, dans tous les secteurs, comment est-ce que nous pouvons nous transformer, nous restructurer, moyennant bien entendu le renforcement des capacités par le gouvernement, pour voir comment il faut aller évoluer vers un système bancaire. La bancarisation, un moyen moderne dans un pays sous-bancarisé, c'est un grand défi à relever. Et le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, a visité le week-end dernier la nationale numéro 2 dans son axe Kindu-Kasongo. Sur place, les travaux sont effectués par l'Office des routes. Suivez. C'est dans la matinée du vendredi 7 juin que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et sa suite longent l'axe Kindu-Kasongo sur la RN2, soit environ 240 km. Au point de kilométrage 5, les engins de l'Office de route sont à pied d'œuvre, reprofilage, compactage, ouverture et rechargement de la route, question de la rendre encore plus praticable. Car cet axe, il y a 3 ans, pour la parcourir, c'était un véritable parcours de combattants. Mais grâce aux travaux effectués par l'Office de route, des concerts avec les bailleurs multilatéraux, comme le programme Piram, l'on peut mettre actuellement 4 heures de Kindu à Kipaka, soit 180 km au lieu d'une semaine, comme c'était le cas auparavant. Fridolin Kaswechi Musoka et ceux qui l'accompagnent atteignent la carrière, située à 45 km de Kasongo. C'est ici que l'on puise tous les matériaux destinés à la réhabilitation de la route. Dans l'ensemble, je suis satisfait, sauf que, comme vous le savez, c'est une zone où il pleut abondamment. La végétation est très abondante et luxuriante. Il faut impérativement un entretien permanent par tamponnage manuel. Le ministre rassure qu'un programme d'entretien permanent sera mis en place pour pérenniser l'état de l'axe Kindu-Kasongo sur la route nationale numéro 2. Problématique des originaires et non originaires en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème central que se déroule depuis ce mardi 11 juin à l'hôtel Soutani, le colloque organisé par les facultés des sciences sociales de l'UNIKIN et de l'UCC. Ce colloque appuyé par le PNUD dure 3 jours et a pour objectif de réfléchir sur les problèmes sociaux et politiques à la base de l'exclusion afin de proposer des solutions réalistes. Polydor Gaziami, Hugues Moussangilay. Un pays moderne est marqué par la recherche de la démocratie, des principes de bonne gouvernance et d'un état de droit où émerge l'effort dans l'application et le respect des droits des citoyens. Cela ne peut être possible sans unité, facteur majeur dans la construction de l'État-nation. Il faut donc consolider l'unité dans la diversité et bannir l'exclusion, réalité pourtant vécue en République démocratique du Congo sur base d'un critère vaguement défini de l'autochtonie. Il est ridicule pour les citoyens d'un grand pays comme la République démocratique du Congo de chercher seulement à s'attacher à sa petite identité ethnique ou provinciale. Il est grand temps que nous nous attachions à ce qui unit, tel que la profession, l'idéologie, la vision politique, la vision économique, et non à ce qui divise. Je mets 2 points, les originaires et les non-originaires. Ce colloque organisé par les facultés des sciences sociales de l'Université de Kinshasa et la faculté des sciences sociales de l'Université catholique de Kinshasa veut justement essayer d'alimenter la réflexion sur la problématique des originaires et des non-originaires, menace réelle pour la conscience nationale. Il devra toucher aux problèmes sociaux et politiques qui se trouvent à la base de l'exclusion et y apporter des propositions de solutions réalistes et adéquates. Il se veut donc une réflexion qui s'inscrit dans la tâche d'un intellectuel engagé. Pour cette première journée, 2 thèmes ont été débattus, les conséquences économiques de la problématique des originaires et non originaires et l'État et la problématique des originaires et non originaires.
Nous vous le disions au titre que le pont de la rivière Kalamou présente un danger permanent du fait de l'absence de garde-fous, surtout qu'un accident s'y était produit au début du mois de mai de l'année en cours. Le constat a été fait par José Moussangana, Jenny Tamboué et Youzen Belebeli. L'accident du véhicule de marque Mercedes 207 qui a fini sa course dans la rivière Kalamou en coûtant la vie à plus d'un en début de mois de mai reste encore vivace dans l'esprit de Kinois. Mais comme si de rien n'était, ces ponts à côté du boulevard Sendoué demeurent toujours sans garde-fou et présentent un danger permanent pour les conducteurs et les passants. À ce qui concerne ce qui s'est passé ici, avec l'accident qui s'est produit ici le mois passé, malheureusement j'ignore la date. Je ne peux pas condamner normalement ou énergiquement les autorités. Non, je partage les avis. Il y a les chauffeurs, ou soit les conducteurs des véhicules et le gouvernement. Vous voyez, pour à ce qui concerne l'État, c'est son droit de mettre les garde-fous. C'est son droit. Présence à roulage, les alliés kokitisa vitesse exagérée. Pour moi, au-delà de garde-fous, il faudrait placer quelques policiers de roulage pour bien réguler la circulation de véhicules afin d'éviter toute folie au volant. Esprit de mortel, mais ceux qui voiture, ils ont les vitesse exagérée et ça sujeté à accident. Au lieu de placer des bétons pour empêcher les débordements de véhicules, l'autorité compétente devrait faire ériger des garde-fous à cet endroit afin de prévenir le pire. Les problèmes vécus par les résidents du quartier Lalou dans la commune de Ngalima ne trouvent pas encore d'écho auprès des autorités de la ville, lassés d'attendre des solutions qui n'arriveront certainement pas dans un avenir proche. Les jeunes se sentent attaqués eux-mêmes à quelques-uns, parmi lesquels l'érosion et l'enclavement. Encore une fois, Polydor Ngaziamé Guima aussi. Ce quartier accidenté et transformé par les érosions est loin de ressembler à un coin de la capitale Kinshasa. Et pourtant, il s'agit bien du quartier Lalou, appelé Diangenda par certains et demi-pigeon par d'autres. Longtemps exposé à l'insécurité et confronté aux problèmes d'approvisionnement en eau potable et en électricité, il fait aujourd'hui l'objet des préoccupations de ses résidents. Tout le monde qui vraiment en insécurité, depuis des années, tout ça presque enclavé. Alors, il y a un moment qui les sanga jeunesse ou télémaki et le bakino, tout fongola le banzela na biso. Cette avenue, par exemple, avait jadis le triple de sa largeur. Mais aujourd'hui, elle ressemble à un petit sentier, simplement parce qu'envahi par des constructions anarchiques que les jeunes déplorent. Si bitima, olala kolamuka batu bazoteka neti ndako bomoni bateke nza na kati ya tanzela. Avenue eza plus de 10 mètres, mais pour le moment soko mesura ngetikali 3 mètres, 7 mètres si bateki. Le chef de localité semble ne pas maîtriser la situation. Il affirme ignorer ce problème des spoliations des espaces publics, mais encourage, comme beaucoup d'autres, l'initiative des jeunes qui sont déterminés à rendre leur milieu accessible. Makambo ya ko teka bapango ngana za kunate, parce que ngana za kapona population et kotala et sike baby. Ici, l'on peut prendre la mesure de la pauvreté à travers ces maisons dont les murs sont en tôle. La canalisation des eaux de pluie est absente et les câbles électriques inappropriés. Un danger permanent qui doit interpeller l'autorité compétente. Parlons sport dans ce journal. Le ministre Banza Mukala a accordé une audience aux experts de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu qui anime un séminaire de la mise à niveau 1 des cadres techniques de cette discipline de combat. Images et commentaires Damien Maungu, Ndaïla Mbouchi. Le président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, Daniel Kangalou, a accompagné les experts internationaux, le français Eugène Domangata, le grec Dimitrio, ainsi que les responsables de la délégation du Congo-Brazzaville et de l'Angola, présentés au séminaire international des cadres techniques, arbitres et entraîneurs de la zone 4 auprès du ministre des Sports dans son cabinet de travail. Après leur entretien, le ministre Baudouin Banza a certifié son soutien à la fédération de Jiu-Jitsu. Ils livrent leurs impressions après cette audience. Venir présenter les experts que nous avons invités pour un stage. C'est ainsi que nous sommes venus voir le ministre afin que lui qui est le patron du sport, il devrait être aussi au courant afin qu'il puisse savoir que la fédération Jiu-Jitsu a invité les experts pour venir animer un stage. Et comme que je suis le président de la zone 4, c'est ainsi que les pays membres de la zone 4, ils sont venus. Il y a le président de l'Angola qui est ici, qui est représenté, et il y a le président aussi du Congo-Brazza qui est là, qui est aussi représenté.
comme il vient de dire, qu'il va nous continuer à nous soutenir, il va toujours nous soutenir. La stratégie de développement de la Fédération internationale, en lui disant qu'au-delà du sport, qu'au-delà de former des athlètes de haut niveau, je lui ai demandé si la politique du gouvernement congolais était d'inclure l'activité sportive, l'activité d'éducation physique dans le processus de santé. Entre-temps, le séminaire international de Jiu-Jitsu et le self-défense des arbitres et entraîneurs se poursuit dans la capitale Kinshasa. Sachez aussi que le joueur congolais Aziz Makukula, qui évolue au sein de la formation portugaise de Victoria Setúbal, a été reçu en audience ce mardi par le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani. Les deux personnalités ont parlé du football congolais. Le reportage est de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Malgré que souffrant de son genou, les sociétés du club portugais de Victoria Setúbal en première division, en séjour à Kinshasa, allaient présenter ses civilités et féliciter le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, fraîchement réélu à la tête de l'institution fêtière du football congolais. Le président Constant Omari, évidemment, comme tout le monde le sait, il vient d'être réélu par rapport à la présidence de notre fédération. Mais c'était pas trop pour ça, c'était plus par rapport à ce qu'il fait à la FIFA en fait. Le nom de la RDC, comment a grandi à la FIFA. Et pour être bref, quand on prend des décisions importantes par rapport au football, ce grand monsieur a un mot à dire. Donc on peut dire que la RDC a un mot à dire. Donc pour ça déjà, j'ai dit merci Seigneur. Aziz Makukula, 32 ans, 1m90, attaquant, a évolué dans plusieurs clubs européens. De la Salamanca en Espagne, au FC Nantes en France, en passant par Kayserispor en Turquie. Le 14 octobre 2007, il a été sélectionné chez les A de l'équipe nationale du Portugal. Après son nul vierge du vendredi dernier face aux Chevaliers libyens en match des éliminatoires mondiales Brésil 2014, les sélectionnés de la RDC ont repris les entraînements ce mardi 11 juin au Stade des Martyrs. Objectif, battre le Cameroun le dimanche 16 juin. Reportage. Après son match nul au stade du 11 juin à Tripoli face aux Chevaliers de la Méditerranée pour le compte des éliminatoires mondiales Brésil 2014, le Léopard de la RDC ont repris les entraînements ce mardi 11 juin 2013 sous la pelouse synthétique du stade de Martyrs à Pentecôte. Sous place, sous la houlette du coach Claude Marie-François Leroy avec son staff, les sélectionnés se sont mis au travail dans la perspective du match du 16 juin face aux Lions camerounais. Dans l'effectif de Claude Leroy, on note tout de même les absences de Cédric Makiadi blessé, Alain Kalutu Kadioko blessé, Yves Diba retenu par son club, Dieu Maxime Bokani à Kiev pour parachever son contrat avec les Dynamo, mais qui est annoncé à Kinshasa, et surtout le retour d'Nzuzi Toko, des gars super de Zurich. Dans l'ensemble, Claude Leroy fait tout son possible pour bâtir une équipe intelligente, disciplinée, rigoureuse, pour réaliser une belle performance face aux Lions indomptables du Cameroun. On soit très très soudés, tous reconsolidés. On a besoin d'un stade plein craqué. J'espère qu'il y aura des trucs spéciaux pour les étudiants, pour qu'il y ait une formidable ambiance dimanche et qu'on retrouve un peu par exemple l'ambiance du match de l'Afrique du Sud qui avait été tellement important dans un premier passage ici et j'aimerais bien retrouver cette ambiance de l'Afrique du Sud dimanche contre le Cameroun. Il faut absolument que tout le monde nous donne un coup de main pour qu'on puisse battre le Cameroun. Dans cette optique, le public est obligé de venir nombreux au stade pour soutenir les Léopards Football qui sont à une longueur de qualification pour les prochains tours. Vous n'avez pas eu le temps de lire les journaux parus ce mardi dans la capitale. Revue de Polydor Ngaziami l'a fait pour vous et vous en propose les grandes lignes dans cette revue de presse. La question de la sécurité à l'est de la RDC ne cesse de faire l'objet des titres des journaux. Dans sa livraison de ce 11 juin 2013, la référence Plus annonce la reprise imminente des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 qui demande des discussions sur la sécurité et la bonne gouvernance. Pour le porte-parole du mouvement rebelle, écrit le quotidien, il faut finir les 3 points restés en souffrance, à savoir la question de la sécurité, du social et de la bonne gouvernance et enfin la question du mécanisme de vérification et de contrôle des frontières.
À Kampala, depuis le 9 juin 2013, fait par ailleurs savoir le maximum, la rébellion Made in Kigali nourrit l'ambition, comme ses sœurs aînées du RCD Goma et du CNDP, de se muer en parti politique de l'opposition. L'annonce a été faite par René Abandi, son chef de délégation au dialogue de la capitale ougandaise, soutenant par la même occasion que sa rébellion n'était pas concernée par la brigade internationale chargée d'éradiquer les forces négatives parce qu'elle était retournée à la table des négociations. Et en rapport avec la dite brigade, Forum des As annonce le changement à la tête de la MONUSCO qui sera conduite dès début août prochain par l'Allemand Martin Kobler, qui succède ainsi à l'Américain Roger Miss. Le journal se demande à propos si ce changement a un rapport avec l'arrivée de l'état-major de la force internationale à Goma. Pour bon nombre d'observateurs, note le quotidien, il ne se fait généralement pas au hasard. Forum des As y voit plutôt une option politique pouvant céder la place à l'option militaire en temps utile. L'actualité scrutée par les journaux parus ce mardi 11 juin, c'est encore l'élection de Louis Koagalo à la tête de la province de l'Équateur. Il est le nouveau gouverneur de cette province, affiche les dépêches de Brazzaville à la une, le 28e depuis l'indépendance du pays. Pour les observateurs avertis, note le journal, son élection ne surprend outre mesure lorsqu'on connaît la configuration de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. En outre, ajoute-t-il, il fait partie du précaré présidentiel et jouit de la totale confiance de l'autorité morale de la majorité présidentielle. Pour la République, l'élection de Louis Koagalo cimente la descente aux enfers du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba, parti qui s'était taillé la part du lion au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur comme au sein de celle de Kinshasa. Pour le journal Poulmalebo, l'Équateur a simplement été vendu au plus offrant. Des sources indiquent en effet, écrit-il, que l'un des candidats aurait donné 4 200 $ à chacun des 58 députés ciblés au préalable et dont chacun avait droit à 5 bières par jour dans un bistrot de la Bralima Mbandaka. Un autre aurait déboursé 7 000 $ à chacun des 67 députés ciblés, un troisième 7 000 $ pour chacun des 60 ciblés, un quatrième 4 000 $ pour chacun des 55 députés ciblés et un cinquième 1 500 $ à chacun des 55 députés ciblés. Au deuxième tour, poursuit le billet hebdomadaire, 15 000 $ auraient été donnés individuellement à plusieurs députés. À considérer toutes ces indiscrétions, conclut Poulmalebo, les députés ont donné le gouvernorat au candidat le plus offrant. Pour la prospérité, qui revient aussi sur cette élection, le morceau offert par la majorité des députés provinciaux de l'Équateur à l'ancien gouverneur du Katanga n'est pas facile à croquer, pense une certaine opinion, car Koagalo hérite d'une province butée à un double problème. Un long moment d'instabilité institutionnelle et un retard de développement. Enfin, l'observateur annonce la relance imminente des activités de la CADECO. C'est ce qui ressort de la réunion de la Troïka stratégique du 10 juin. Objectif de cette décision du gouvernement à travers la Troïka, s'assurer de l'effectivité de la bancarisation de la paix dans certains coins du pays où les succursales des banques commerciales font défaut. Fin de ce journal des journaux, vous suivrez le prochain demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, monsieur, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Patrick Borel-Mukendi qui a été chef d'édition de cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. N'oubliez pas, l'actualité continue sur antenne à 7h30 et à 10h. Retrouvez Eric Izami pour le journal de la mi-journée. Ce sera Papi Katassi à 16h. Vous retrouverez Anne-Marie au site avec le même plaisir. On se retrouve à 19h entre-temps. Restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.